des fois peut-être pas seulement en tant que réalisateur de se dire on a fait un film, on fait et qu'on est content que ça plaise, mais parce que quand on construit, quand on crée, quand on co-crée un film comme ça, il y a tellement d'énergie qui œuvre dans l'invisible pour que les rencontres s'effacent, pour que les synchronicités se fassent, et pour qu'un message, qui est un message de sagesse, qui est un message de cœur, qui est un message d'amour, soit transmis. Je crois que c'est tellement ce qui nous tient à cœur de se dire dans cette période un peu chaotique, on peut dire ça comme ça, pour dire pas franchement le bordel, mais un peu chaotique, je crois qu'on a besoin aussi de se rappeler que l'humanité peut être belle. Et ce qui nous manque, c'est avant tout de faire cette ouverture du cœur. Quand on reçoit les chamans d'Amazonie, vous savez, qui sont venus en Europe, on les a accompagnés avec Terra Anima, on est allé à Bruxelles, au Parlement européen, je les ai accompagnés à l'ONU, on les a accompagnés à différentes, avec Jiboyana, avec Terra Anima, deux associations avec qui on œuvre pour défendre leurs intérêts. Et actuellement, que ce soit les Karaja, que ce soit les Guarani, qui ont été expulsés de leur terre, si vous avez vu Avatar, c'est la même histoire, mais c'est pas de la science-fiction, ça arrive vraiment comme ça. Et quand on reçoit les représentants, ces leaders spirituels, la première chose qu'on fait, c'est pas pleurer sur notre sort, c'est danser la danse de la jiboya. C'est-à-dire réveiller en nous la joie. Et on n'est pas dans la joie parce qu'on constate le monde et on se dit « Waouh, comme ça va bien, on est joyeux ». C'est l'inverse. C'est on réveille la joie en nous parce qu'on sait que quand on est dans la joie et quand on est dans la gratitude, c'est le seul remède à la peur, à la haine, à la colère et à ce sentiment de séparation. Il n'y en a pas d'autre. Et tout ce que les chamans nous disent, nous ont transmis dans ce message, c'est que nous ne faisons qu'un. Et la plus grande blessure, c'est effectivement l'impression de se sentir séparé. Et quand on retrouve cette humanité, alors pour nous, ça a été un cadeau, ça a été un parcours exceptionnel de réaliser ce film. Et on se sent... Quand on prend la caméra la première fois, je vous assure qu'on s'est senti une responsabilité. Pas seulement la responsabilité de réussir un film ou de faire un film techniquement, etc. Mais de se dire, il y a des chamans en Amazonie, en Mongolie, en Arizona, qui nous font confiance pour transmettre ce message. Et c'était pas gagné d'avance, puisque le premier contact avec les chamans mongols, ça a été « no picture ». Donc ça commençait un peu mal et il a vraiment fallu que je montre patte blanche, c'est-à-dire en disant voilà, on a besoin de connaître aujourd'hui. Moi, ma vocation aujourd'hui, elle est simple, elle est de transmettre le message des peuples premiers au monde moderne de la façon la plus simple, la plus claire, la plus accessible. Juste hier, il y a quelqu'un qui est venu, je ne sais plus si j'ai raconté ça tout à l'heure, je me suis peut-être trompé de salle. Non, il y a quelqu'un qui est venu hier soir et quand on était à Lyon. J'ai dit ici déjà ? Non, c'était dans l'autre salle que j'ai dit ça, parce que c'est arrivé hier soir. On était à Lyon, et puis il y a une femme qui vient, et puis qui me dit « Ah, Arnaud Riou, je suis content de vous voir en vrai, les chroniques du Moulin, je lis tous vos livres, etc. » Et je sentais qu'il y avait beaucoup de... Voilà, le courant passait bien. Puis il y avait un mec qui était derrière, qui regardait comme ça, et regardait un peu à quoi je ressemblais, et puis visiblement c'est la femme qui avait amené son mari. Ça arrive des fois, peut-être ça arrive ici, des femmes qui sont venues avec leur mari, mais après tout le film se prête à ça. Et puis une fois que la femme m'avait dit voilà, je suis sensible à ça, l'homme est venu avec moi assez sec, assez dur, en disant bonjour, moi je suis pas du tout là-dedans, je suis pas barré, je suis pas comme elle. Je dis d'accord, non, moi j'ai les pieds bien sur terre, bien dans la glaise. Je dis super, ce que j'espère c'est que ça vous permette d'avoir la tête dans les étoiles. Et puis il est rentré dans la salle, il a vu le film, je vous assure que c'est authentique. Et à la fin du film, il est sorti, il est venu vers moi et il n'avait plus du tout le même visage. Et il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, dès que j'ai entendu le message des chamans, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tout compris, mais je suis touché. Et là, je me suis dit, waouh, c'était vraiment notre intention, non pas un film intellectuel qui passe dans le rayon ésotérique ou spirituel, des films, ce truc, on en a assez comme ça. C'est juste un film qui touche le cœur pour nous rappeler la beauté de notre humanité. Je crois que si vous avez applaudi, c'est que vous avez été touché dans votre cœur. Merci. Oui,
Oui, non, et puis exactement comme le disait Arnaud, effectivement, tout est vibration. Moi, en tant que réalisatrice, j'arrivais avec mon expérience. Alors, généralement, un film, c'est très sérieux. Chaque minute coûte énormément d'argent. On est un peu stressé. On regarde la météo. On se dit, est-ce que ça va tenir en une journée? Est-ce que cette séquence... Et en fait, j'ai vu comme Arnaud était détendu, j'ai vu les chamans en Mongolie, et puis j'ai vu qu'en fait, chaque journée, elle se passait absolument extraordinairement bien, pas du tout comme on l'avait prévu. Il y avait des cadeaux du ciel, on n'aurait jamais pu le mettre dans un scénario, et ça a été extraordinaire. Et effectivement, ça partait aussi de cette vibration qui fait que chaque jour, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu, c'est de se mettre dans la bonne vibration. Quand on a, pour vous dire un petit peu, on aime bien des fois avoir les histoires des films, mais pour vous dire un petit peu à quel point on a été guidé dans ce film, on avait tourné déjà beaucoup d'images, on était parti en Mongolie avec Maud, Balthazar, le chef opérateur, Mathias, l'ingénieur du son, et puis on avait tourné les images, et en rentrant de Mongolie, on se dit c'est super, mais on ne peut pas s'arrêter là, donc on va ouvrir sur d'autres choses, etc., sur d'autres formes de chamanisme. Et puis j'ai eu cette envie d'intégrer les maîtres tibétains, parce que j'ai passé 15 ans de ma vie avec des lamas tibétains, et pour moi c'était important que la sagesse du Tibet soit présente dans le film. Et simplement, comme ça faisait une dizaine d'années que j'avais plus tellement de contact avec les maîtres, parce que je m'étais plus tourné vers la sagesse et le chamanisme mongol, j'avais plus le 06 des Rinpoche. Et j'ai quand même posé une intention en disant j'aimerais bien que vraiment il y ait les lamas tibétains, et puis comme le chamanisme et le bouddhisme c'est assez proche, j'aimerais bien rencontrer un lama tibétain qui soit en lien entre le chamanisme et le bouddhisme. Et puis je pose l'intention, et puis je passe à autre chose. L'après-midi même, j'allais faire une conférence, il se trouve que c'était à Montpellier. Et le matin, mon assistante Mariette m'appelle en me disant « Écoute Arnaud, j'ai avancé ton train d'1 heure, tu pars à 14h40 de la gare de Lyon. Ok, ça va, c'est bon, je fais ma valise, j'arrive. » Et puis je rentre dans le compartiment, et puis je pose mon tambour, et puis j'entends une grosse voix à côté qui dit « Oh, shamanic drum !» Et je dis pardon, et je vois un type habillé avec sa robe rouge là qui me regarde, il fait « Shamanic drum, you are shaman ?» Je dis « Ouais, il semblerait, et vous êtes qui ?» Et il y avait son interprète qui était là, qui me dit « Mais Rinpoche est l'un des détenteurs de la lignée Drikung Kagyu qui fait le lien entre le bouddhisme et le chamanisme, et il va à la crémation de Sogyal Rinpoche, et donc il est chargé de ça, et donc on parle du chamanisme, on parle du mongol, du bouddhisme, et je lui dis c'est quand même incroyable, ce matin j'avais envie de vous rencontrer, et là on est dans le même train, c'est quand même incroyable, non? Il me regarde, il me fait karma. Et d'un seul coup, il me dit tout ce que vous faites, ça a une incidence. Que ce soit positif, que ce soit négatif. Annie Sonam raconte comment elle a reçu cette découverte avec le livre tibétain de la vie et de la mort. Et donc, je dis Annie Sonam parce que je sais qu'elle est dans la salle. Merci Annie de ta présence. Et c'est ce qui fait que, bien évidemment, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qui fait que si on sème des graines ici et là, que ce soit des graines d'amour ou des graines de haine, il y a un moment donné, naturellement, elles poussent. Et dans le film, c'est un petit peu comme ça, c'est comme si ce film était un grand rendez-vous, et tous les intervenants du film, que ce soit les Mongols, que ce soit Ojasvin et Waimania, que ce soit les Maoris, les Japonais, à chaque fois, ça a été des rencontres extraordinaires. Et de ça, on a le cœur plein de gratitude. Non, pardon, mais je suis tellement contente, je ne savais pas que Annie était là. Moi, je l'ai acheté le livre. Bon, je ne suis pas encore moine, mais il a changé ma vie aussi. Merci, Annie.
Alors, comme dans tout échange, voilà, on aura... Peut-être il y a des interrogations sur la façon dont le film s'est fait, ou d'autres questions. Si on va faire passer un micro, si vous avez des questions, on aura un plaisir, Muriel a le micro, on aura plaisir à y répondre si vous avez des questions sur le film ou sur d'autres thèmes. Caroline. Ça va, pas besoin de m'inquiéter. Non, merci. Moi, je suis Caroline. Je vais vous dire merci. Et merci à tous parce que vous illustrez ce que chacun, enfin en tout cas, on peut s'appliquer chaque jour pour faire pétiller les cellules de chacun d'entre nous. Je trouve ça merveilleux. Moi, ça résonne complètement dans mon cœur. C'est ce que j'ai envie de crier tous les jours. Et ben, je vous dis merci. Je ne sais pas si vous sentez cette membrane qui nous unit tous, mais c'est très très fort. Et vive la vie. Ouais. En fait, ce n'est pas une question, hein, c'est que c'est tellement évident que ça fait du bien. Merci beaucoup. Ça sent l'amour. Est-ce qu'il y a une question ou une non-question? Tiens, derrière toi. Ouais. Merci aussi pour toute l'énergie que vous avez mis. Parlez avec le micro parce que c'est quelqu'un derrière, on n'entend rien. Je dis merci à Arnaud et à Paul pour toute l'énergie qui a été mise dans ce film. Et j'ai deux questions. La première, c'est par rapport au choix du titre et la décision de ce titre. J'aimerais bien connaître l'histoire. Et la deuxième question, c'est l'Afrique. Merci. Merci pour ces deux questions. Merci pour votre voix de centaure qui porte. Pour le titre, ça a été comme le reste, c'est-à-dire il s'est imposé à nous. On était en Mongolie, entre Oulan-Bator et le lac Ougli, et on était avec grand-mère à Yengat, et puis différents chamans, et puis avec Maud, on se dit, ça serait bien qu'on ait un titre, et que ce titre soit vraiment, on est en Mongolie, qui nous soit donné par les esprits de la Mongolie. Et donc je demande à grand-mère à Yengat, grand-mère, est-ce que tu peux me donner 3 mots mongols ? Peu importe la signification, mais 3 mots mongols, comme ça, qui te viennent comme ça. Et le mongol, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est toujours avec un carambar dans la bouche, il y a quelque chose d'assez difficile à entendre. Tiens, si vous entendez les mongols. C'est une langue magnifique, d'une grande poésie, qui est d'une délicatesse, et donc je dis quel mot on pourrait avoir. Elle me dit, Shambai, Shambai, comment ça s'écrit? Et un deuxième mot, ok, ça s'écrit comment? Ok, on peut avoir un troisième mot, Etugen. Ah, Etugen, ça c'est facile, on peut l'écrire. Et puis on écrit Etugen, on regarde Etugen, on se dit mais c'est joli comme c'est écrit Etugen, comme s'il y avait déjà une vibration. Puis un petit détail, ça veut dire quoi Etugen? Et là elle nous dit c'est le nom de la déesse de la terre. Et là, bien évidemment, on n'avait pas à choisir, il était déjà là, donc il s'était vraiment, vraiment imposé. Il y a eu beaucoup de rendez-vous avec le film qui se sont imposés. Si effectivement l'Afrique n'est pas présente dans le film, tout à l'heure on me demandait pourquoi vous ne parlez pas de la transe, et puis pourquoi vous parlez... Il y a tellement de sujets, quand on ouvre la porte du chamanisme, c'est sans fin. On m'a demandé aussi, bien sûr, pourquoi j'évoque peu le druidisme, qui sont aussi nos ancêtres, parce que nous, quand on nous dit, ça
m'agace toujours quand les chamans de différentes traditions vous disent « Oui, mais vous, dans votre culture judéo-chrétienne, vos ancêtres... » Je dis « Non, mais c'est pas de notre culture judéo-chrétienne. On est passé... on ne dit pas que en Mongolie, c'est une culture communiste. Non, il y a le communisme qui est passé, comme chez nous, le christianisme est passé. Mais bien avant ça, il y avait des druides. Et les druides, la magie des druides est très très proche. Le druidisme celte est très puissant et très en lien aussi bien avec le chamanisme mongol qu'avec d'autres formes. C'est un druidisme qui connaît les plantes, qui connaît la magie des pierres, l'acupuncture de la terre, qui connaît les étoiles. C'est 20 ans d'études, c'est hyper puissant. Et donc, ça aurait pu être une voie. L'Afrique, il s'est trouvé quand même que comme nous étions en période de confinement, on a un peu resserré les destinations, en période de confinement, où comme tous les voyages étaient un petit peu compliqués, je ne sais pas si vous vous souvenez, et que donc on était très très limité dans nos voyages. C'est pour... Mais ça sera probablement dans le futur, d'autant plus que je vais, alors c'est l'Afrique du Nord, mais je vais chaque année, j'ai des relations très intimes avec l'Afrique du Nord, avec le Maroc, avec mes amis qui ont, les Ghana, qui ont une culture chamanique très forte. Dans le désert marocain, il y a vraiment beaucoup de chamanisme aussi, mais c'est juste les circonstances. Ils n'étaient pas là à ce moment-là, là où d'autres étaient là. Vous n'êtes pas loin. Bonsoir. 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 D'abord, merci beaucoup pour ce magnifique film qui, effectivement, je rejoins ce qui a été dit, qui a beaucoup résonné. Je voulais vous demander, vous en avez en partie répondu, est-ce qu'il se laisse volontiers filmer? Parce que je crois comprendre que des fois, ça reste quand même des traditions qui sont un peu intimistes ou qui n'ont pas forcément vocation à être montrées. Donc voilà, ma question était, oui. Est-ce que partout, ça n'a pas posé de problème? C'est là où on a vraiment, et quand on a décidé de partir en Mongolie, la petite histoire, c'est qu'il se trouve que par les hasards du karma, appelons ça comme ça, j'ai été reconnu chaman par grand-mère Ayengat dans un voyage en Mongolie. Parce que quand je la connaissais avant parce que quand on pose la question au chaman, est-ce qu'on peut filmer, c'est no picture. Il n'y a pas, surtout pas pendant les cérémonies. Et puis, quand j'ai demandé à Arson si on pouvait organiser ce film, sur le coup, il a dit on ne filme pas les esprits, on ne filme pas les chamans. Et puis, il se trouve que grand-mère Ayengat, qui est la chef du clan de cette délégation mongole, c'est elle qui m'a reconnu. Pour la petite histoire, je vous raconte quand même la petite histoire. On était en Mongolie, et puis on va visiter, j'étais avec un groupe, et donc on va visiter les oracles. Et donc les chamans mongols font une consultation à chacun, regardent quelqu'un dans les yeux en disant « Toi, tu as une sœur qui s'est suicidée quand tu avais 12 ans, et depuis, tu as ton esprit qui est avec elle, etc. Toi, tu as une maladie au foie, comment vous le savez, etc. » Enfin, c'est d'une précision chirurgicale, les consultations des chamans. Et puis quand c'est mon tour, je viens et puis il me dit « Pose 3 questions ». Alors je dis « Ok, comment je peux renforcer la communication avec le monde invisible ?» Il me dit « Ça, tu es censé le savoir. 2e question. » Je dis « Ok, alors on est en Mongolie, est-ce que c'est juste que j'amène les chamans jusqu'à telle montagne où je peux faire des pratiques? Ça, tu es censé le savoir. Dernière question. » Alors je dis « Ok, alors quelle est la 3e question? Ça, vous êtes censé le savoir. » Et là, il me dit, de toute façon, je ne peux pas te parler parce que tu as un statut particulier, et donc c'est le chef de la délégation qui fera ta consultation demain. Ça, c'est jamais très, très bon signe quand on nous dit ça. Et donc, le lendemain, je rencontre Arson qui me reçoit, puis qui fait beaucoup de tours, quoi, en disant, voilà, des fois on croit qu'on est alors qu'en fait, et des fois la libellule vole plus loin que le scarabée, et peut-être le jour au matin, je me dis, où il veut en venir? Et il me dit, donc tu as un statut particulier, donc je ne peux pas te dire à toi, et c'est grand-mère Ayengat, qui n'avait pas prévu d'être du voyage, qui viendra te donner ton enseignement pour toi demain. Et le lendemain, donc, je rencontre grand-mère Ayengat pour la première fois, qui me dit, ça fait 3 nuits que mes oracles, puisque les chamans
incorporent le message de leurs oracles. Leurs oracles, c'est les ancêtres, qui sont des ancêtres généralement qui ont vécu pour les Mongols au XIIe, au XIIIe siècle, et donc qui communiquent un petit peu comme on pourrait canaliser, chamaniser. Et donc ces ancêtres lui ont dit, il y a un Français qui va venir te voir, et il faut que tu le reconnaisses comme chaman, c'est important pour notre unité. Et elle répond, non, les chamans, c'est des Mongols, pas de Français, raus. Et les ancêtres reviennent la nuit suivante en disant, lui c'est particulier parce que vous avez une dette karmique, à savoir qu'au XIIe siècle, ses ancêtres de sa lignée paternelle et tes ancêtres à toi se sont rendus mutuellement service et se sont jurés assistance pour toutes les descendances. Et donc, comme c'est un descendant de cet ancêtre que ton ancêtre a connu au XIIe siècle, ça va, vous me suivez? C'est important que tu reconnectes avec ça. Et elle répond donc, d'accord, s'il reste 3 ans avec moi. Et ses ancêtres lui disent, il restera 15 jours et partira. Et donc, quand on s'est rencontrés, on savait bien déjà ce qu'allait se passer entre nous. Et c'était la première fois que je la voyais, je ne savais rien de ça, elle ne savait rien de ma vie. Et donc elle me raconte toute mon histoire, depuis ma lignée paternelle bretonne du XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en me racontant tout, 7e d'une famille de 8. Elle me dit tout ça. Et à la fin, elle me dit, à partir de maintenant, il va falloir que tu incorpores tes ancêtres. Si tu le fais, ça se passera très bien, ils seront très contents. Sinon, tu risques à devenir fou comme l'était ta mère. Et comme il se trouve que ma maman a passé quelques années en hôpital psychiatrique, ça a toujours été pour moi un sujet très sensible. Et donc, sur le coup, quand elle me dit ça, je dis, ok, je vais réfléchir. Hein, comme on dit des fois quand on va acheter un vêtement, puis que le vêtement il nous plaît pas trop, je vais réfléchir. Hein. Et puis elle me dit, c'est pas réfléchir qu'il faut. La connexion est établie avec tes ancêtres. Maintenant, ils attendent que tu portes ton armure. Et je dis, mais moi je ne savais pas comment ils étaient habillés, mes ancêtres, au XIIe siècle. Elle me dit, non, mais ils sont venus nous voir cette nuit, et voilà l'armure qu'ils veulent que tu portes. Et elle va pour déplier le papier qu'elle a eu en canalisation. Et à ce moment-là, je me dis, vous savez, des fois on a des réflexes comme ça, il y avait un chat blanc qui était à 20 mètres, et je me dis, si le chat il vient jusqu'à moi, c'est d'accord, sinon, Tintin. Et on a des fois des réactions qui sont comme ça, mais qui sont presque des paroles en l'air, comme des jeux, mais seulement quand je dis cette phrase-là, je vois le chat qui dormait à 20 mètres, qui se lève et qui vient se mettre à mes pieds. Et donc je regarde le chat, je le caresse, et grand-mère voit le chat, elle ouvre le papier et elle me dit « ton armure est blanche ». Elle est blanche pour rendre hommage au druide breton, et donc elle me donne toute la signification, les coquillages, les 3 éléments, les 12 bandes, les 13, etc. Enfin, c'est très très codifié toute l'histoire de l'armure. Et donc elle me dit, la couturière viendra te voir demain matin, prendra tes mesures, et puis tu repartiras avec. Et à partir de là, j'ai commencé à recevoir mes ancêtres. Ça a été tout un apprentissage, parce que j'ai beau être relativement connecté depuis des années, j'ai beau faire beaucoup de choses par rapport à ça, pour moi, occidental, c'était toujours difficile de me dire, ok, j'invite un druide du XIIe siècle à venir parler à travers moi. Et puis, petit à petit, les choses se sont mises naturellement. Elle est venue, grand-mère Yengat, avec toute une délégation de Mongolie pour venir chez nous en Bourgogne, au Moulin de Beaupré, pour officialiser la rencontre. J'avais fait tout ce pont-là pour répondre à la question. Je ne sais plus où était le bout de la question. Et donc, du coup, elle me dit, maintenant que tu es, ça y est, j'ai retrouvé, maintenant que tu es reconnu chaman, tu peux filmer ce que tu veux, quand tu veux, tout le monde est d'accord, puisque tu fais partie de la famille. Mais la première incorporation que j'ai fait avec eux, c'était assez particulier. Il n'y avait pas d'interprète en plus. Donc j'étais avec les chamans mongols, et eux me voyaient, et en me disant, qu'est-ce qu'il vient faire avec nous, hein? Et puis je disais, c'est grand-mère qui m'a dit d'y aller. Et puis j'y allais, et puis petit à petit, parce qu'il faut du temps pour s'apprivoiser, mais je crois qu'en France, c'est arrivé, peut-être on est une douzaine à qui c'est arrivé officiellement, c'est Corinne Sombrin, Brigitte Plietzac, enfin on a une douzaine à qui c'est arrivé comme ça, et pour nous aussi c'est très très surprenant, mais pour eux c'était pareil. Et ce qui est dit magnifiquement dans le film, c'est que nous sommes dans un moment de rencontre, et c'est ce qui fait que
Ces cérémonies, habituellement, non, elles ne sont jamais filmées, mais là, non seulement elles ont été filmées, mais le grand feu, il a lieu, en fait, ce fameux grand feu qu'on traverse. Je peux raconter l'histoire du feu aussi, après tout, puisque quand on a allumé ce grand feu, qu'ils allument une fois tous les 3 ans, parce que les constellations astrologiques correspondent, etc. Et elle me dit, habituellement, ça a lieu le 21, mais là, on va le faire le 20, parce que vous êtes là, c'est propice, on avance d'une journée, les esprits seront contents. Et donc, on fait ce grand feu, et puis, la tradition, c'est que les chamans passent dans ce grand brasier que vous avez vu à la fin du feu, et à la fin du film. Et donc, on allume, tous les chamans allument le brasier, et puis elle m'assied entre ses 2 fils face à la porte du brasier. Et puis le premier chaman, Zargach, passe dans le feu, il traverse le feu, il danse au milieu des flammes, il passe de l'autre côté, et puis ensuite Arson, son fils, se lève, va danser dans le feu, et puis moi j'entends que c'est à mon tour d'y aller en 3e. Et donc je vais pour me lever, et juste quand je vais à travers les franges, dans un état comme on bat le tambour depuis 2 heures, on est dans une espèce d'état de transe qui fait qu'on n'a pas du tout le même rapport ni à la douleur, ni à la chaleur, ni à toutes ces choses-là. Et donc du coup, je vais pour traverser le feu, je vois vaguement à travers les franges, voilà, je peux passer à gauche, à droite, mais il y a une chose dont je ne suis pas conscient, c'est que le brasier comme ça que vous avez vu, à 15 mètres, il est à 300 degrés. Donc la pose décolle. Et juste quand j'y vais, un autre chaman me dit non, c'est fini, plus personne ne passe en dessous. Et je dis, oh, je ne sais pas pourquoi. Et le lendemain matin, Arson était complètement brûlé sur le bras, l'autre brûlé ici, parce que, c'est-à-dire, c'est comme la cérémonie des braises, on le voit un peu rapidement. Mais quand on se retrouve autour du feu, quand ils m'ont initié, ils m'ont dit, voilà, c'est important que on veut savoir si ta parole est pure, donc tu vas manger les braises pour voir, et si jamais ça te brûle, c'est que tu dis des conneries. Et j'ai beau avoir une foi, je dis aussi beaucoup de conneries. Et des fois, je me mets à douter à ce moment-là, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là, avec les Mongols, moi je ne suis pas vraiment chaman, etc. Et puis je sens une voix tellement plus forte qui me dit, tais-toi et fais ce qu'il te demande de faire. Et donc les chamans passent les braises, ils me passent les braises, et je vois mon oracle à travers moi, qui attrape les braises et qui les mange comme des cornichons, et qui passe, et vraiment sans aucune brûlure au niveau des lèvres. Ce que je serais incapable de faire comme ça, spontanément. Mais quand on est dans cet état de transe, il y a un dédoublement avec l'oracle qui fait qu'il y a comme une autre puissance qui se met en place et qui nous donne accès. Donc c'est ce qui fait que cette communion que j'ai avec eux nous a permis une grande intimité. Toutes les chamans, les lamas qui sont dans le film sont des êtres de cœur. Ils sont pas là par hasard. C'est vraiment des êtres dont on apprécie la présence, dont on apprécie le travail. Et c'est ce qui fait qu'on œuvre autant et qui sont aussi présents dans le film ce soir. Ont-ils vu les images? Attendez, on vous donne le micro. Alors la question, c'est est-ce qu'ils ont vu les images ? Il se trouve que quand on a terminé le film, bien sûr, on appréhende un peu la réaction, comment va réagir le public, comment vont réagir les salles, comment vont réagir les journalistes, on a cette appréhension. Mais il y avait vraiment une appréhension qu'on avait, c'est qu'est-ce que vont dire les gens qui sont à l'image. Parce qu'on est allé jusqu'au bout du film sans que personne ne voie la moindre image. Ça, c'était hyper important pour nous. Et donc, on a fait, quand on a terminé le film, on a fait une projection au moulin sur un petit écran, parce que les chamans sont venus de Mongolie pour d'autres raisons, et donc on leur a dit, on va voir le film. Ils se sont tous assis en rang, on avait les gouttes comme ça, on a mis le film, et là, ils applaudissent, ils ont ri comme des enfants, et ils nous ont dit, ok, le jour de la sortie, on fera une cérémonie, parce que ce film porte notre énergie, et donc on va le soutenir. Et puis ça a été la même chose pour les chamans d'Amazonie, quand ils sont venus en Europe, quand on est allé avec eux pour le Parlement, etc. On leur a dit, voilà, on a ce film, maintenant c'est le moment de le voir, et ils m'ont pris les mains. Oui, on va justement, c'est prévu. Et ils nous ont pris les mains en disant merci d'honorer la parole de l'Amazonie. Et quant à la culture tibétaine, savoir ce que Annie se nomme, je n'en ai aucune idée puisqu'elle ne l'a pas vu. Mais peut-être Annie, tu peux venir. Oui, bien.
Annie d'être là, et puis je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être dans ce film, parce qu'au départ on ne se connaissait pas, nous, et il y a eu quelques échanges normaux au début. On peut avoir une méfiance en se disant qu'est-ce qu'il fait celui-là avec sa caméra, et rapidement il y a eu une confiance qui s'est établie, et je tiens vraiment à te remercier chaleureusement du fond du cœur de ta présence sur ce film qui apporte beaucoup de spontanéité, beaucoup de joie et beaucoup de cœur aussi. Juste pour ajouter, nous, dès qu'on te voyait en montage, Chloé et moi, Chloé, je ne sais pas si elle est encore là, oui. Oh, c'est Annie. Ah, génial. Vas-y, on recommence la séquence avec Annie. Tu nous as mis tellement de bonheur. On a eu tellement de bonheur et c'était très difficile de couper. On aurait bien voulu mettre tout ce que tu disais. Bon, voilà, j'espère que ça t'a plu. Oui, moi le souvenir que j'ai de votre venue, c'était vraiment aussi en fait ce que t'exprimais, Arnaud, c'est-à-dire que c'était juste quoi, c'était juste que vous soyez là, c'était juste que on puisse échanger, en fait c'était surtout avant tout un échange et une belle rencontre et on souhaite que vous reveniez juste pour partager aussi, sans qu'il y ait autre chose, mais vraiment pour partager avec la communauté. Voilà. Merci encore pour ce témoignage et je pense que c'est une belle contribution pour le monde d'aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Oui, tiens, sur le côté. Tiens. Alors, vous m'entendez? Oui. Donc moi, j'ai beaucoup de curiosité, j'ai plein de questions, mais il y en a une je pense, plus importante que les autres. Donc j'aurais aimé savoir, comme ils sont tournés vers le futur, est-ce qu'ils ont des flashs, est-ce qu'ils ont des informations sur ce qui va se passer, vers quoi on va, où allons-nous? Voilà, si vous avez quelque chose. Les chamans et les médiums ont cette sagesse, on devrait tous avoir cette sagesse, mais généralement, en tout cas ceux qui sont sur le film, l'ont, c'est de ne pas interférer par rapport à un pouvoir qui nous est donné à notre naissance, qui s'appelle le libre arbitre. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde l'état de la planète actuellement, je ne vais pas vous refaire le chapitre, mais on sait qu'en 40 ans, on a exterminé la moitié des mammifères, on sait qu'on a exterminé en 20 ans 90% des vers de terre, à tel point qu'on rend la terre stérile, qu'il y a autant de plastique dans les océans qu'il y a de poissons. Donc il y a tellement de raisons de se dire naturellement on arrive au bout de quelque chose, quand les chamans souvent nous appellent les petits frères fous de la terre, en disant vous êtes étonnants parce que vous êtes capable de détruire vos ressources. On a fait autant de dégâts sur un plan écologique que nos ancêtres depuis l'aube des cavernes en 2 générations. Et donc ils nous disent vous êtes capable de détruire les ressources, vous êtes capable de mesurer à quelle vitesse vous détruisez ces ressources. Une fois que vous avez fait le calcul, vous accélérez. Donc on n'arrive pas à comprendre. Et effectivement, on peut s'interroger que des dirigeants, par exemple, aillent en jet privé pour aller dans une COP27 pour nous apprendre à dire qu'il faut prendre le vélo, par exemple. On peut s'interroger, je sais que le sport réunit les cœurs et que les sports, etc. Mais on peut quand même s'interroger sur l'utilité d'aller faire climatiser un stade au milieu du désert Qatar pour réaliser ça. N'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si on continue à séparer en disant oui mais ça c'est le sport, ça veut dire qu'on a perdu cette intelligence, l'intelligence qui permet d'avoir sur chaque situation une dimension écologique, économique, spirituelle, de santé, parce que tout est lié. Et on ne peut pas prendre une décision économique qui soit bonne si c'est un drame écologique, comme on ne peut pas prendre une décision écologique si c'est un drame social, comme on est obligé d'avoir ce regard, comme avaient les peuples premiers, de se dire que chaque décision qui est prise
doit honorer les 7 générations précédentes et prendre soin des 7 suivantes. Et c'est ce qui fait que, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, j'en parle beaucoup dans la prophétie de l'aigle et du condor, il y a une période assez particulière. Vous savez, quand nos grands-mères allaient au lavoir pour laver le linge, quand on leur a dit il y a une machine à laver, c'est quand même un sacré progrès qui permet d'éviter de se casser le dos, c'est bienvenu. Le progrès est au service de chacun. Et il y a un moment donné où nous devenons, nous, au service du progrès. Je me faisais la réflexion l'autre jour où je cherchais mon code sur mon téléphone et puis qu'on me demandait quel identifiant. Cet identifiant est 44. Oui, mais l'identifiant de ceci. Je me disais, mais je deviens fou parce que je suis au service de la technologie. Et voilà, c'est personnel, mais je sais que je ne suis pas seul à croire ça en regardant le monde. J'observe beaucoup le monde, j'observe ce qui se passe en Europe, j'observe ce qui se passe en Chine. Ce que je sais, c'est que quand on associe dans une même marmite l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et la privation des libertés, on s'expose avec ces 3 ingrédients-là à avoir un pouvoir qui n'est même plus un pouvoir humain, qui prend le pouvoir sur nous. Et pour les chamans, on est relativement d'accord pour dire que c'est à partir de 2040 que cette bascule sur laquelle on ne peut plus revenir en arrière est en train de se présenter. Quand je dis je prends un exemple, quand vous êtes flashé aujourd'hui sur l'autoroute, vous êtes à 140, tchac, vous perdez un point. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « Attendez, là, vous avez perdu un point. » Non, non, ça arrive directement chez vous. Il n'y a personne qui va traiter ce dossier. Et c'est pour ça que quand on associe l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et la privation des libertés, on est dans quelque chose qui peut nous faire peur. Il suffit de regarder ce qui se passe avec le crédit social en Chine, etc. Pour autant, parce que je veux vraiment, alarmiste peut-être, mais optimiste en tout cas, je vois aussi tous les jours tellement d'initiatives qui se prennent. Et la salle de ce soir en est un exemple, obligatoirement, parce que je passe ma vie à rencontrer des porteurs de projets novateurs. Je n'en reviens pas de voir le nombre d'initiatives qui se passent, d'hommes et de femmes qui se disent mais on peut revenir à une sobriété heureuse, on peut revenir à une intelligence, à des circuits courts. Non, le bio, ce n'est pas de faire pousser des tomates sous serre au mois de janvier au milieu de l'Espagne. Ça n'a pas de sens. Donc on a besoin de retrouver notre responsabilité dans notre consommation. Je crois qu'il n'y aura aucun changement qui viendra des gouvernements si ça ne vient pas d'abord de chacun d'entre nous dans notre façon de consommer. Une dernière question peut-être. Bonsoir. Bonsoir. J'ai trouvé les plans extrêmement beaux. Les yeux, les feuilles, le jeu avec la nature, les hommes, les femmes. Je trouvais ça très très beau. Et du coup, ma question s'adressait surtout à Maud. J'aimerais savoir quel était votre rapport à la spiritualité, au chamanisme avant de faire ce film. Comment vous en êtes ressortis et qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Oula, c'est beaucoup de questions. Vous pouvez en choisir une, mais ce sera juste. Pour commencer, pour le chamanisme, en fait, il y a quelques années, j'ai accompagné comme une seconde maman dans un long cheminement vers malheureusement sa fin. Et j'étais tellement triste et j'arrivais pas tellement à trouver de béquilles. Et en fait, le livre d'Arnaud, Réveiller le chaman qui est en vous, est le livre qui m'a accompagnée pendant 1 an, qui m'a aidée à aller à toutes les chimios, à faire beaucoup d'hôpital et à accompagner beaucoup. Et grâce à ce livre, j'ai rencontré Arnaud. Après, pour ce qui est de filmer la nature et filmer l'invisible, c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'effectivement l'invisible, comment le filmer? Mais je trouve que la nature est justement exactement ça. Donc si on met de la poésie dans la nature et qu'on met un peu de cette fragilité, de cette vulnérabilité et en même temps de cette force incroyable de la nature, finalement il y a juste à
à poser sa caméra. Bon, après, on avait un directeur de la photographie aussi extraordinaire, Balthazar Morvan. Après, je suis désolée, je ne me souviens plus de l'autre question. C'est bon? Oui? Ah. Une toute dernière question, ça sera la dernière, si on a une. Une non-question. Ou une non-question. Allez-y. Oui, j'ai un chaman que je ne connais pas en Amazonie qui a transmis à une amie qui était en voyage là-bas un bâton de pouvoir de son père qui est décédé en disant tu le remettras à ton ami qui est un guérisseur et donc mon père est en relation avec lui. Alors ma question c'est est-ce que on peut à distance comme ça, puisque vous avez été initié sur place en présentiel avec toutes ces personnes merveilleuses, tous ces chamans, est-ce qu'à distance un chaman peut avoir eu ce genre de flash et ce bâton de pouvoir que j'utilise beaucoup d'ailleurs dans mes soins? Ce qui est magnifique dans cette période qu'on vit, c'est que pendant longtemps, la science et le chamanisme ont été opposés. Et aujourd'hui, quand on s'intéresse un peu à la physique quantique, par exemple, et je vous invite à lire les ouvrages de Greg Braden, de Ken Wilber et d'autres, etc., nous montre que vraiment la distance est une illusion. On a fait l'expérience, par exemple, pour être très très simple, en mettant 2 ficus dans une même pièce. Et quand en branchant des appareils qui ressemblent des électroencéphalogrammes sur le ficus, quand on brûle un ficus, l'autre réagit au stress. On a fait cette expérience, c'est les Russes qui ont fait ça en mettant des mamans lapins dans un sous-marin, dans une caisse de Faraday à 400 mètres, et à heure aléatoire, ils sacrifiaient les lapros. Et régulièrement, dès qu'il y avait un lapro qui mourait, il y avait une réaction sur l'électrocardiogramme de la maman. Donc on sait aujourd'hui, et ça c'est des expériences, Olivier Chambon aussi a énormément exploré ça, que la distance n'existe pas au niveau de l'intelligence du cœur, dont le rayonnement est quand même 12 fois supérieur à celui du cerveau. Donc il y a cette communication qui fait que nous sommes tous reliés. Et sans faire la science, il suffit de regarder par exemple un chien qui commence à remuer la queue 10 minutes avant que son maître arrive, quand il arrive à heure aléatoire. Et ça, n'importe qui regarde un peu les animaux se rend compte que non, la distance n'existe pas. C'est ce qui fait qu'effectivement, dans les soins à distance, dans les rencontres à distance, il y a quelque chose qui perdure en permanence, et cette illusion de distance n'a aucun sens pour les chamans. Merci. Alors, au moment de se séparer, j'aimerais dire un dernier mot. Le premier, c'est un remerciement à Muriel, à Juan qui a organisé cet événement, au CGR qui nous a accueillis ici et en face, et puis sur d'autres projections, à leur engagement sur ce film. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce film. Et puis, j'aimerais dire un mot aussi. Ce film a été produit en partie par Terre Anima, qui est une association humanitaire que j'ai l'honneur de présider depuis quelques années, et qui a vocation à soutenir les peuples premiers dans leur transmission d'enseignements, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Mongolie, mais que ce soit aussi au Kenya, en Afrique, que ce soit en Inde, au Tibet, au Bhoutan. Il y a 12 pays sur lesquels on intervient de façon très concrète. On a creusé plusieurs puits dans le désert marocain, on aide à la reforestation en Amazonie et en Éthiopie. On fait un parrainage avec les familles de moines tibétains dans l'Inde. On aide aussi des familles dans le sud marocain. Enfin, il y a énormément de projets. Et cette association qui soutient le film, enfin qui produit une partie du film, c'est ce qui fait que les recettes du film vont contribuer à ça. Et nous, on propose une chose, en fait, c'est une association qui gagne, pour moi, à gagner en rayonnement. Et simplement, quand vous rentrerez chez vous ce soir, si vous vous souvenez de Terre Anima, vous pourrez vous dire, tiens, peut-être c'est vrai que pour 10 €, 15 € par an, je peux être adhérent, et du coup,
ça permettra qu'il y ait un peu plus d'arbres plantés en Amazonie, ça permettra qu'il y ait des familles qui soient parrainées en Inde et au Tibet et au Bhoutan, ça permettra qu'il y ait d'autres actions. Simplement, si vous vous souvenez de ça, Terre Anima, on rentre chez vous, ça renforcera encore un lien entre nous. Merci de votre présence.